première boîte lancée à 23 piges, je la revends, je me dis c'est bon, je suis dans le game, j'ai claqué le sujet entrepreneurial. En fait, tu connais la suite je pense, mais pas du tout. Et ce qui fait que je démarre dans l'entrepreneuriat et dans ma vie professionnelle avec le smile, la banane, l'envie et la déterre, et je m'exprime pas trop mal, donc ça c'est un super bon asset commercial. Par contre de l'autre côté du versant, je suis pas du tout confiant, on me pose une question, je sais pas y répondre, je peux rougir et me sentir hyper déstabilisé. Si tu es suffisamment clair, précis sur les missions qui seront les réelles missions de la personne qui va te rejoindre, en fait tu crées de moins en moins de désillusions entre ce qui est attendu dans l'imaginaire de chacun et la réalité du poste en question. Et ce qui fait qu'à la fin, c'est qu'en fait on était totalement défoncé à cause de la boisson. Et si la vente était la compétence la plus importante au sein d'une entreprise, et qu'exceller commercialement pouvait accélérer sa croissance et la rendre incontournable. Je m'appelle Axel Bombezin, je suis le fondateur de Deally, l'agence qui forme et coach les équipes commerciales des PME et des startups. Vous écoutez Deal, le podcast qui met en lumière la vente et qui vient comprendre de quelle manière les entreprises à succès s'y sont prises pour exploser commercialement. Salut Harold, merci d'être avec nous aujourd'hui. Salut Axel, Comment ça va ? Écoute, je suis très content, très fatigué, je crois que ça se voit, mais je suis très content d'être avec toi. Écoute, on est ravis en tout cas de pouvoir t'accueillir sur le podcast. On va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la vente, et je crois que toi aussi c'est un peu relativement ton cas. J'aime bien. Écoute, est-ce que tu peux rapidement te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas ? Ok, tu veux que je me présente jusqu'à où juste je commence. Écoute, tu fais jusque où tu veux. Bonjour. En global, si je peux dire, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, qui tu es ? Ok, ça marche. Du coup, je m'appelle Harold, j'ai 30 ans, je suis le CEO et fondateur d'une agence de création de contenu qui s'appelle Com. Donc, on crée du contenu pour plein d'annonceurs et d'agences, donc que ce soit des contenus photos, vidéos, des spots digitaux, des spots télé, etc. C'est une boîte que j'ai lancée avec Flo, mon associé et cofondateur, il y a maintenant 3 ans et demi. On est bientôt 45 dans la boîte. On est en autofinancement depuis le jour 1. Je suis assez fier de le dire. Et on a lancé un média qui s'appelle Comédia il y a 1 an et demi, qui parle d'entrepreneuriat, de business. Simplement, la forme qu'on propose est assez novateur, parce qu'on part un peu en coucougnette sur la forme, parce qu'on estimait que tu as plein de super médias business avec des sujets de fond qui sont hyper intéressants, mais dont la forme n'est pas forcément la plus sexy. Et donc, tu te fermes une audience, typiquement Gen Z, Gen Y, qui ne s'intéressera pas à des formats qui leur parlent pas dans la forme. Et donc, on a lancé ça. On a fait un peu plus de 15 millions de vues en organique la dernière année et demie. Donc voilà. Et puis, sinon, je suis un passionné de sport. J'aime bien la vente de manière un peu globale. On en parlera. Mais je ne pense pas être technicien. J'ai pas d'outils ou de techniques particulières. Par contre, je pense que j'ai ça dans le sang et c'est intéressant d'en parler. Mais voilà, comme ça, je te fais la petite transition sur. Mais t'es merveilleux, tu fais les passes en fait. Ah, je suis comme ça. Bon. Ok, top. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer, toi, avant de créer tes boîtes, t'as fait quoi avant, même un peu comme parcours scolaire, toutes ces choses-là, pour qu'on ait un peu un aperçu de comment t'es arrivé à tout ça. Je commence peut-être à l'école de commerce, donc aux alentours d'une vingtaine d'années. École de commerce en 5 ans. Pas forcément le meilleur élève, pas très studieux, plutôt dernier rang à essayer de bricoler pour pouvoir avoir les notes suffisantes pour pouvoir passer d'une année à une autre, jusqu'au moment où en 3e année d'école de commerce, j'ai le déclic parce que je rencontre un prof anciennement entrepreneur qui me donne l'envie de m'intéresser à l'entrepreneuriat. Donc je choisis la section entrepreneuriale et là je décide de lancer ma première boîte en étant étudiant en 3e année d'école de commerce avec mon meilleur ami qui s'appelle Olivier Ramel, le CEO de Kimono. Et je lance ma première boîte qui s'appelle Ilo, qui est une boisson relaxante, donc l'inverse des boissons énergisantes comme Red Bull, etc. On prend un peu le contre-pied parce que là où à Paname, enfin Paris, région parisienne, tout est toujours extrêmement... tout va vite, et que là on te pousse des boissons énergisantes pour aller encore plus vite. On s'est dit, viens, on essaie de prendre le contre-pied, une boisson qui justement apaise, sauf que les boissons qui apaisent, au final il n'y a que les tisanes et c'est un peu apparenté à la vieille mémé et la tisane toute chaude dégueulasse. Carrément. Donc on s'est dit, viens, on lance une brand, une marque de boissons sexy, fraîches, mais on a lancé ça pendant 1 an et demi, presque 2 ans. Campagne de financement participative et tout, on a vraiment tout lancé from scratch. Trop top. Et on a vendu la boîte après 1 an et demi, donc ce qui a été exceptionnel. Première boîte lancée à 23 piges, je la revends, je me dis c'est bon, je suis dans le game, j'ai claqué le sujet entrepreneurial. En fait, tu connais la suite je pense, mais pas du tout. Après je me casse la gueule 20 fois. Pour faire rapide, après je tente de monter d'autres boîtes qui se cassent la gueule. Je retourne dans le salariat et ça fait un bien de fou parce que ton stress est un peu différent, où j'essaie de faire de la finance, après du recrutement, jusqu'au moment où je retourne à mon premier amour qui est l'entrepreneuriat. Je monte une boîte dans le recrutement qui marche pas mal, qui s'appelait Tatami. On recrutait des commerciaux pour les startups et ça me passionnait pas
ça me passionnait pas. Ça faisait de l'argent, honnêtement, mais ça me passionnait pas. Donc, du coup, j'ai décidé de lancer une muse. Ça, c'est une boîte qui Ouais, s'auto-alimente. Et cette muse s'appelle Com. Et au final, Com prend le dessus. Et 3 sympa ans et le demi side après, project quand même. ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ok, top. C'est cool. Et donc là, par rapport à tout ce que tu nous as dit, pour que je comprenne un petit peu mieux, t'étais comment toi, si j'ai envie de dire, de quelle nature tu étais? Parce que là, tu nous expliques que justement, tu arrives en école de Mhm. commerce, grâce à ce professeur, bah, tu as envie tout de suite de te lancer dans l'entrepreneuriat, trop top. Ouais, Sauf que selon moi, et c'est un peu le cas, 99% du cas du temps, bah, un entrepreneur, en fait, c'est le premier commercial, tu vois, mhm, de sa boîte. c'est clair. Toi, c'était quoi déjà un peu ta nature, ton appétence à la vente? Que je Hmm. comprenne tout ça. Bah, je pense que j'ai un tempérament où j'ai toujours été avec le smile. J'ai toujours eu le smile, j'ai toujours été de bonne humeur, Je j'ai toujours été confirme. quelqu'un assez, assez positif. Et je pense que ça, même si ça se fait de manière naturelle, c'est un bon asset pour pouvoir être un bon vendeur en soi. Parce que Ok, quand tu as une personne qui a le sourire, qui a l'envie, qui a la passion, bon, a priori, tu te mets dans une position où tu as plus de chances de vendre, si jamais complètement. c'est ça ton objectif. Par contre, de l'autre côté du constat, pas forcément une immense confiance en moi. Je pense que c'est dû à plein de choses. La première, c'est que à l'école, j'étais pas forcément le meilleur et que du coup, dans le système français éducatif, quand t'es pas le meilleur, Ouais, bah, on a souvent tendance à te le montrer. Et donc, du coup, bah, ça alimente et cultive le fait que t'aies pas forcément confiance en toi parce que t'es pas forcément le meilleur ou la meilleure. Le deuxième point, c'est que je suis né dans une famille extrêmement aimante. mais, mais surtout d'un champion du monde, il me semble Et quand d'un même. champion du monde olympique. C'est Mon pas père rien. donc, était champion olympique d'escrime. Et donc ça m'a mis une certaine forme de pression aussi parce que quand tu as ton père qui est champion olympique, Ouais, sportif, alors malgré, enfin bien que plutôt, encore une fois, j'ai eu les meilleurs parents du monde, j'ai les meilleurs parents du monde avec tout l'amour qu'on veut, etc. Enfin, c'est un truc de ouf. Moi, je suis un vrai fils à papa, je vois mes ouais, tes parents tout le familles. temps, vraiment à fond. Mais voilà, ça fait que bah, tu es dans le stress un peu constant de te dire il faut que je sois excellent, il faut que je sois le meilleur parce que mon père l'est. Et ça, c'est un peu un espèce de truc d'ego que tu as quand tu es jeune, mais qui au final perdure un peu dans le temps. Donc je pense que ça a aussi contribué au fait que, bah, vu que j'ai pas toujours été le meilleur, loin de là même, bah, du coup, j'étais pas forcément confiant. Et la dernière chose que j'ai identifiée il y a peu, c'est qu'il y a un moment où j'essaie de faire un milliard de choses et je tente de faire du mannequinat D'accord. comme ça pour essayer de me la raconter en me Comme disant ça, ah, parce trop que je bien. suis beau gosse et que. Parce que j'ai plein de tablettes, non pas du tout. Non, non, mais vraiment, tu sais, j'avais envie d'essayer, machin, Ok. et je fais trois quatre photos, et au final, ça a eu un gros désavantage, je pense, dans la confiance que je peux avoir envers moi-même, parce que, euh, en fait, les gens m'ont vu à ce moment-là, quand j'étais au lycée, école de commerce, comme le mec qui se la raconte un peu et qui fait du mannequinat. Donc du coup, ça m'a donné une position où on me jugeait pour le physique et donc où du coup, je devais toujours être au top Au top, ouais. pour justifier le fait que j'étais pseudo-mannequin alors que ça a duré 4 mois, tu vois. Mais ce qui fait que j'ai tout de suite reçu le regard des gens comme quelque chose de très critique et du coup ça m'a, je sais pas, ça m'a sorti de ma zone de confiance Ok. voilà, peu confiant en soi. Donc voilà, tout ça pour répondre à ta question, c'était assez long, mais c'est intéressant, je trouve, de Ouais, très contextualiser aussi carrément. un peu le tout. Et ce qui fait que bah, je démarre dans l'entrepreneuriat et dans ma vie professionnelle avec le smile, la banane, l'envie et la déterre, et je m'exprime pas trop mal, donc ça c'est un super bon asset commercial. Mm. Par contre, de l'autre côté du versant, je suis pas du tout confiant. On me pose une question, je sais pas y répondre, je peux rougir et me sentir hyper déstabilisé. Ce qui fait qu'il y avait de l'avantage et de l'inconvénient, et ça a aussi justifié, expliqué pas mal de décisions que j'ai pu prendre tout au long de ma micro-carrière entrepreneuriale. Voilà. Ok, bah, intéressant parce qu'il y a quand même eu un gros travail là-dessus parce que le côté manque de confiance, en tout cas, on ne le perçoit pas au Mm, premier abord quand on te rencontre. Donc c'est intéressant. Toi, tu nous expliques, 23 ans, c'est ça que tu crées donc ta ouais, première boîte? c'est ça. Comment ça se passe? C'est-à-dire comment vous monétisez tout ça? Je suppose qu'avec Olivier, donc ton meilleur pote, bah, vous êtes les premiers commerciaux. Ouais, absolument. Explique-nous un peu comment ça se passe déjà. Eh ben, donc d'abord on lance une campagne de financement participatif, donc le crowdfunding, donc Ok, on lève suffisamment de pépettes pour pouvoir enclencher et amorcer le lancement d'un produit, parce que quand c'est physique, tout de suite tu as des coûts au démarrage, à l'inverse du service. Et le premier commercial, c'est donc nous, effectivement, les deux entrepreneurs. Et au démarrage, on avait une logique de DNVB, donc c'est-à-dire de ne vendre uniquement que sur notre site internet. Et donc pour ça, c'était de faire de la com, c'était en parler à nos réseaux proches, donc quasiment de la love money, tu vois, c'est vraiment on va vendre aux proches, aux amis d'amis, etc. Donc là, c'était assez facile d'opérer ok, et de mettre en place un peu notre commercial de manière assez évidente et simple. Là où on a tout de suite senti que c'était autre chose, c'est quand tu dois aller vendre dans la grande distribution, parce que ça a été l'enjeu qu'on avait, c'était de nous dire on passe de DNVB à produits physiques qu'on vend en grande surface. Et donc là, en fait, ton côté sales, t'as la banane, t'es le jeune, ouais, c'est plus du tout le même game. Et c'est intéressant parce que dans notre repositionnement de com aujourd'hui, j'ai un peu ce même sentiment de
On a su craquer le côté très cool, très facile à la vente du démarrage, mais quand tu es sur des autres échelles, sur des games qui sont beaucoup plus gros, ton smile, c'est bien, mais c'est plus du tout suffisant. Ça fait plus le taf, quoi. Exactement. Et c'est l'une des raisons d'ailleurs pour laquelle on a revendu Hilo, pardon, parce qu'on sentait que c'était trop gros pour nous, et surtout la grande distrib, et qu'on a eu une opportunité à un bon moment aussi de pouvoir vendre. Alors encore une fois, c'est pas des centaines de millions d'euros, loin de là, j'aurais bien aimé, mais c'est juste 15-20. millions bien sûr. Mais non, voilà. Donc bref, tout ça pour te dire que sales un petit peu au démarrage, mais le moment où ça a pris trop d'ampleur, on s'est rendu compte qu'on n'était pas à la hauteur. Vraiment. Ok, super. Et est-ce que tu aurais une anecdote liée à la vente que tu aurais pu avoir en tant que salarié, en tant que dans tes différentes entreprises? Est-ce que tu as une anecdote? Ça peut être drôle ou pas, sans que ce soit forcément un truc. Il faudrait même que ça soit drôle, ok, s'il bah te oui, plaît. j'en ai Parce une que celui-là, il directe. va être découpé et repris sur tous les Sur réseaux. tous les réseaux en Reels avec des gros sous-titres. Alors, bonjour, donc oui, j'ai une anecdote. Ok, Non, vraiment l'anecdote. Est-ce que tu en as une qui te vient en tête, vraiment Ouais, le truc franchement, assez rigolo direct. sur la vente? J'en ai une marrante. En gros, avec Olivier, donc, qui est mon ancien associé pour Hilo, boisson relaxante, on a un contrat potentiel pour vendre, je ne sais plus combien de canettes, mais un bon paquet de canettes. Donc pour nous, c'était génial. Et c'est à 1h30 de Paris. On se déplace en physique. Donc en fait, le but, c'est de faire de la démonstration, de montrer le produit, de les faire goûter, etc. Sauf que quand on arrive, on voit qu'il y a je crois, une vingtaine de personnes. Donc on dit, putain, on était 2, 23 ans, etc. Ok. Et donc, en fait, pendant quasiment toute une après-midi, 4 heures, on fait goûter les produits à chacune des personnes. Ils nous regoûtent. Ils disent oui, mais attendez, peut-être que si, ce serait peut-être mieux comme ça, ou peut-être que vous pouvez lancer tel type de goût, etc. Donc, en fait, on boit notre canette 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, 15 fois. Et c'était en phase de prototypage. C'était un peu le démarrage de la construction du produit. Ok. Et donc, notre produit était 100% naturel. Il y avait du houblon, de la passiflore, etc. C'est des extraits de plantes. Sauf que les dosages étaient assez élevés au démarrage. Et ce qui fait qu'à la fin, alors je ne sais pas si c'était la fatigue, le stress, l'effet placebo et ou la réalité, c'est qu'en fait, on était totalement défoncé à cause de la boisson qu'on était en train de boire. Donc, une boisson relaxante. Et on en boit. Et avec Olive, quand on doit repartir 1h30 de voiture, on se regarde comme ça. Et vous êtes Et on se dit, anesthésié. Yo. On s'arrête sur le bas-côté en voiture, on s'installe, on tape la meilleure sieste des familles de 30 minutes Ok. et ensuite on repart. Donc en gros, on était vraiment déboîté à notre produit alors qu'il est 100% naturel. Mais c'était assez drôle parce que tu vois, on est allé en mode pour vendre avec la niaque et on est reparti en mode totalement out. Donc Alors, comme quoi, il faut vraiment mouiller le maillot pour avoir une vente. Est-ce qu'à Ça, la c'est fin, clair. ça s'est conclu par un deal? absolument pas. Ok. Malheureusement, voilà. j'aurais pu te dire oui, mais Mais non, mais ça ça s'est pas aussi, fait. c'est intéressant, ce côté. Ben voilà, tu fais pas tout le temps que des deals. Il C'est faut clair. aussi mouiller le maillot. Une logique de volume, c'est ben voilà, il faut que j'enchaîne des rendez-vous, que je fasse beaucoup de présentations. Et à un moment, par contre, ça match, quoi. Et c'est tous tes noms qui vont construire ton oui demain aussi. C'est parce que là, on a eu ce nom qu'on s'est dit attends, là, on a merdé là-dessus, on va le réajuster pour le prochain. Et petit à Totalement. petit, tu construis de. Le nom, il est déjà, il est pas à prendre personnellement et il est ultra intéressant à prendre en compte parce C'est que clair. si tu as que des oui victoires, en fait, sur la durée, par contre, ça aura moins d'impact parce que tu auras pas pu construire et quand tu vas te retrouver justement confronté pour la première fois à un non, là, d'un seul coup, tu vas connaître un échec énorme Ouais, c'est clair. et tu peux te retrouver dans la spirale négative de bah, après, j'attire que des non. C'est clair. Parce que je ne sais Exactement. pas du tout comment inverser cette tendance. Alors que plus tu vas avoir des noms, plus tu peux construire sur le long terme une base solide pour Ouais. avoir des gros oui, quoi. C'est clair. Et toi, pour comprendre aujourd'hui, donc chez Com, est-ce que tu as toujours cette, si je peux dire, le rôle de vente? Est-ce qu'à un moment, tu interviens peut-être pour des très grands comptes ou des choses comme ça? Comment ça se passe? Bah, au début de Com, j'étais quasiment sur tous les sujets commerciaux, puisque Flo Ok. était sur la partie technique et moi sur la partie communication, stratégie et commerciale. Yes. Aujourd'hui, 3 ans et demi après, je suis encore sur certains sujets commerciaux, mais c'est pas de la vente. Tu vois, j'ai jamais fait de prospection dans le dur, j'ai jamais fait de mailing pour vendre quoi que ce soit. C'est plus, je suis à des endroits dans lesquels il y a des grands décideurs, et c'est avec des grands décideurs qu'on va discuter, échanger d'opportunités qui ont du sens pour eux et qui ont du sens pour nous. Et donc, c'est comme ça que la vente se fait. Donc, c'est une vente un peu indirecte. Et on est vraiment sur des gros montants. Tu vois, notre panier moyen chez Com, c'est entre 15 et 20 000 euros. Ok. Quand je discute et qu'on discute vraiment financier avec les projets sur lesquels je suis vraiment, vraiment impliqué, on est plutôt aux alentours de 100, 200K, 300K même. Donc, Ok. tu vois, c'est des échelles qui sont un peu au-delà. Puis, j'ai une spécificité, ce qui donne aussi peut-être un autre axe de sujet, c'est qu'on n'a pas de commerciaux chez Com depuis le jour 1. Donc, on ne bénéficie uniquement que de l'inbound marketing, donc de la création de contenu, de la communication qu'on a. Bah, ça donne envie aux gens de nous contacter. Et donc, à partir du moment où ils nous contactent, ensuite, on n'a plus qu'à, je mets des guillemets parce que c'est quand même un taf, à les convertir en clients et ensuite à gérer le projet dans le dur. Mais ouais, 3 ans et demi après, ne pas avoir de commercial, c'est intéressant. Ça a des limites aussi, parce que c'est bien, là on fait un peu plus de 3 millions de chiffres d'affaires, c'est très cool. Mais
Maintenant, quand tu veux passer à l'échelle supérieure, parce qu'on a une ambition qui est assez débordante, et que tu, du coup, discutes avec des grands comptes, parce que c'est aussi chez les grands comptes que tu vas aller chercher des gros montants financiers, bah, ta sexiness sur tes réseaux, c'est bien, mais c'est plus suffisant. Et donc là, on est sur cette phase en ce moment De se même, et on structurer, avait déjà discuté bien ensemble, de sûr. se structurer pour passer à une échelle supérieure. Très intéressant. Explique-nous juste un peu la genèse du truc, c'est-à-dire, ok, comme c'est une muse, Mhm. est-ce que dans ta tête, tout de suite, ta boîte ne doit pas avoir de commerciaux? Ou comment ça se passe en fait? Comment tu arrives justement aujourd'hui à une boîte qui fait plus de 3 millions? Donc déjà félicitations, Merci. mais surtout sans commerciaux quoi. Bah, en fait, je pense que tu as une partie de chance au démarrage, et Mhm. ensuite, on a eu le bon instinct de continuer et intensifier ce sur quoi il y avait vraiment de la valeur. Donc, en gros, Flo et moi, on lance une vidéo pour annoncer le lancement de Com. Donc, le but de Com, rapidement, en 2 secondes, à l'ancienne, c'était de démocratiser l'accès à la vidéo. C'était une offre à 1 000 € pour les porteurs, porteuses de projets. Et c'est vraiment pas cher pour de la production en vidéo Ouais. pro. Et en contrepartie d'un prix qui était très accessible, on demandait aux porteurs de projets de co-construire la vidéo avec nous. Donc, typiquement, plutôt que de louer, j'allais dire de payer des figurants, tu vas demander à tes potes. Plutôt que de louer un lieu, tu vas dépanner ton appart. Donc, tu trouves des points d'optimisation pour que tu puisses rester sur cette pocket financière ledge. Et nous, on est vraiment là en tant que technicien. Et donc, du coup, on s'est dit, plutôt que de promettre des choses et d'expliquer ce qu'on fait, viens, on le fait pour nous. Donc, on a fait une vidéo qui nous a coûté 1 000 € Ok. de lancement pour Com, face cam, dans les codes actuels, très frais, assez court, avec ce qu'on appelle un scroll stopper. C'est une accroche au démarrage qui te donne envie de regarder. Et on dit, voilà, Com, c'est ça. Et là, on le fait pour nous, on peut le faire pour vous demain. Et la vidéo a vraiment Elle est buzzé partie virale. de ouf, notamment sur LinkedIn. Ok. Et donc là, on a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines de demandes, ce qui a tout de suite amorcé en fait Com. Et pour répondre à ta question initiale, donc on crée des contenus pour nos clients. Nos clients sont hyper contents des prods, les partagent et nous mentionnent. Et tout de suite, on se dit, putain, mais en fait, plus on a de clients, plus on en a. En fait, on rentre dans une boucle vertueuse de Ok. plus on arrivera à avoir des clients, plus ils parlent de nous parce que on fait des prods qui sont bien, parce que le parcours client est bon, les gens ont le smile avec nous, etc. Plus ils parlent de nous de manière naturelle. Et à chaque fois, ça ramène du monde par la suite. Donc on s'est dit, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à alimenter. Et donc à mettre en avant nos clients, nous mettre en avant nous, parce que c'était vraiment ça qui a fait le lancement de Com et le bon démarrage de Com. Et c'est ce qu'on fait depuis 3 ans et demi. Donc Voilà. ce que tout le monde rêve, c'est-à-dire le bouche à oreille, le côté. Toi, tu l'as en fait, tu l'as Ouais. réalisé, c'est ça? C'est ça, exactement. Incroyable. Mm. Et là, pour comprendre un petit peu, aujourd'hui, qui s'occupe quand même de la vente? C'est-à-dire, déjà, explique-nous rapidement, c'est quoi ton cycle un petit peu de vente, de l'acquisition jusqu'à la, si je peux dire, la conversion? Ouais. Comment ça se passe chez vous? Vous êtes structuré comment? Alors, je vais peut-être parler de la partie vraiment agence de com, parce Mhm. qu'on a aussi une boîte de prod intégrée, on a aussi un média dont je t'ai parlé, mais pour éviter Ouais. qu'il y ait trop de choses, je reste sur le côté vraiment agence. Donc, pour le moment, on a donc de la demande entrante. La demande entrante, c'est des gens qui nous contactent soit en direct, moi, par exemple, sur LinkedIn, et d'autres personnes de chez Com. On les redirige directement vers un questionnaire. Donc Mais une petite déjà, plateforme. principalement LinkedIn. Je crois que c'est 80%. Après, les 70% et les 30% restants, c'est de la recommandation de nos clients ou du bouche à oreille. Donc, Ok. ce qui est ouf. Ce On qui est a incroyable. moins de 5% de prospection outbound qu'on avait pu gérer comme ça un peu from scratch. Outbound. Outbound. Ça, Ouais. au bas. Et du coup, voilà, donc il y a une demande. On rebalance sur le Typeform, donc il y a un petit questionnaire. On demande des questions un peu standards, mais qui nous permettent de pouvoir commencer à travailler sur le projet. C'est le timing, la durée, pourquoi tu fais une vidéo, ton budget, etc. À partir du moment où cette réponse au questionnaire a été faite, on va, les directeurs de pôle, demander à un chef de projet de prendre la main sur ce prospect. Donc, on a un petit truc sur Slack. Et donc, la personne va contacter le prospect. Donc là, le but, c'est pendant un call qu'on appelle le call éducation client. C'est pendant une demi-heure. Tu, éduques sur ce qui est vraiment la vidéo et la faisabilité dans la vidéo. Et 2, tu rentres un peu plus dans le détail du brief. Et à partir du moment où il y a ça, on revient vers eux avec une proposition, d'idée de scénario. Si on parle que de vidéo, pareil, je simplifie. Et 2, de proposition tarifaire. Et à partir du moment où il y a ça close directement. Le but, nous, du jeu, c'est qu'après le call éducation, il n'y ait pas d'autres échanges qu'un seul mail qui soit Ok. en mode, voilà ton brief, voilà ton scénario, voilà ton budget, c'est now qu'il faut y aller pour qu'on puisse enclencher la suite. Ok, intéressant. Et donc, c'est qui l'interlocuteur à ce moment-là? Chef de projet et soit les dire marketing, et ou encore certains fondateurs quand c'est une boîte qui est un peu plus early. Et comment ça s'est passé, la transition? Est-ce que les chefs de projet, quand tu les as recrutés, c'était tout de suite en mode, écoute, tu vas être sur la partie avant-vente, si je peux dire, hein, tu vas devoir prendre des appels et comprendre le besoin du client et Ouais. lui faire une proposition. Ils étaient à l'aise avec ça? Pas trop? Comment ça s'est passé, en fait, justement? Alors, c'est un vrai sujet actuel, donc c'est intéressant d'en parler. Ils étaient au courant. Ok. Simplement, c'est une forme de commercial, en vrai, de passer de prospect à client, c'est du Ah oui. sales. Sauf que nous, on l'a intégré différemment, c'est qu'on s'est dit, on close quasiment 70% des demandes entrantes, ce qui est énorme. Donc, ça veut dire qu'en fait,
ton travail, il est moins de le passer en client, puisque c'est quasiment une évidence, sans Mm. prétention aucune, mais les chiffres montrent ça. Donc, c'est plus, tu es au tout démarrage de la compréhension du brief pour que la continuité du projet se fasse avec toutes les infos nécessaires dont tu as besoin et qu'il n'y ait pas de perdition d'infos, tu vois. Donc bien le réorienter en fait vers la bonne offre, la bonne proposition de valeur, c'est Exactement, ça? exactement. Et Ok. pour ça, il faut que tu sois au tout début. Tu en avais intégré un commercial pendant 3 mois, Gaspard, que j'adorais vraiment, avec qui ça l'a pas fait parce que on n'a pas une culture commerciale. En tout cas, on l'avait pas suffisamment au Mhm. démarrage, mais où Gaspard vendait, essayait de vendre, et quand il vendait et que le chef de projet récupérait le projet, en fait, tu as trop de détails qui font que le budget collait pas forcément à ce qui allait être la réalité du projet, et donc il y avait des pertes d'infos, c'était long, c'était chiant, ça a vraiment été compliqué. Donc on s'est dit, il faut vraiment que le ou la chef de projet soit là au tout début. Par contre, il n'y a pas eu vraiment d'aspect commercial, enfin, de formation commerciale pour ces chefs de projet. C'est un Mhm. tort, vraiment. Manque de temps de ouf. Là, on est en train d'essayer de s'épauler, notamment avec toi. Je t'en Bien avais sûr. parlé pour comment est-ce qu'on fait pour avoir les bons outils, les bonnes pratiques, le bon mindset, et comment est-ce qu'on fait aussi pour automatiser certaines choses, parce qu'on est encore à la mano. Enfin, c'est honteux. En mode Pour une... start-up, Ouais. c'est honteux, vraiment. Enfin, tout à la main, c'est nimp. Par contre, on va switcher ça. Et je pense que c'est le bon moment parce qu'on repositionne de boîte de prod à agence. Et ce qui veut dire qu'on passe de clients annonceurs assez early à des vraiment grands comptes, aussi des grands comptes. Et pour ça, il faut qu'on soit ultra militaire dans le mode opératoire, mais qu'on n'a pas encore totalement finalisé de mettre en place, quoi. Là où c'est intéressant quand on t'entend, et je pense que les personnes qui vont également nous entendre vont apprécier ça, c'est ce côté où, ok, nous en fait, quand on lance, enfin, je vois beaucoup de personnes quand ils lancent une boîte, tout de suite ils se disent, ok, je suis obligé de mettre une armada de Ouais. commerciaux, je suis obligé de me structurer, de tout automatiser ou quoi. Là, en fait, on se rend compte que tu fais plus de 3 millions et que ça, c'est des sujets, c'est des choses que tu as compris qu'il fallait les améliorer, mais que pour autant, enfin, la chose principale, c'était de se lancer, Ouais. de faire du business Mm. et après de pouvoir aussi bien structurer, mais c'est pas en fait faire un beau plan sur le papier, Mm. puis ce plan-là, on verra si ça marche, quoi. C'est clair qu'on a plutôt le bon scénario. On arrive à fonctionner sans sales, et si tu en rajoutes, c'est du plus. À l'inverse, Mm. si tu es dépendant de commerciaux, ce qui arrive pour plein de boîtes, et c'est pas du tout quelque chose de pas bien, mais c'est juste que de reconstruire ensuite ton image de marque pour générer de l'inbound, c'est plus compliqué, je trouve, à mon sens. Par rapport à Gaspard, Ouais. revenons à Gaspard qu'on salue. Mm. Euh, Intéressant. Comment ça s'est passé la phase de recrutement, de recherche et comment aujourd'hui tu vas capitaliser? Parce que comme tu le dis, et c'est très intéressant ce côté, j'adorais le gars, mais pas le bon moment, Mm. donc c'est pas grave, ça se passe comme ça. Mais aujourd'hui, dans la phase de réflexion, et on va y venir sur ton évolution, la question va sûrement se reposer là maintenant Ouais. de mettre des sales Mhm. en interne. Quelles leçons tu vas pouvoir en tirer et comment ça s'était passé en fait la phase de recrutement? C'est clairement une leçon qu'on en a tirée, donc c'est une bonne chose qu'on construit le bon mode de par certaines erreurs. Et l'erreur, franchement, elle a été de notre côté com, parce que Gaspard était Mhm. la bonne personne, honnêtement, mec brillant, smart, gentil, bon commercial. Simplement, on n'avait pas du tout mis à disposition le bon modèle pour qu'il puisse opérer de manière efficace. Parce que le recrutement n'a pas été assez bien poussé, encore une fois, pas côté Gaspard, mais côté fiche de poste. En fait, tu vois, ça c'est un truc maintenant que je recommande et sur lequel je bosse beaucoup. C'est une fiche de poste. On a souvent tendance à se dire, c'est rien, c'est juste une fiche de poste. En Ouais. fait, c'est 80% de ton recrutement. Si tu es suffisamment clair, précis sur les missions qui seront les réelles missions de la personne qui va te rejoindre, en fait, tu crées de moins en moins de désillusions entre ce qui est attendu dans l'imaginaire de chacun et la réalité du poste en question. Et pour Gaspard, je pense que ça a été en mode, tu ouvres la partie commerciale, tu prospectes et tu cherches des nouveaux clients. Fine. Mais en Ok. fait, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on va m'aider? Est-ce que j'ai des outils? Est-ce que je peux faire appel à des clients existants? En fait, tout ça, c'est des détails qui n'en sont pas et qui sont déterminants pour une prise de poste effective et qui fonctionne bien, tu vois. Et Gaspard est arrivé. Moi, j'avais jamais temps alors que c'était moi son manager direct. Et t'avais quel âge en plus à l'époque? T'étais C'était il y a relativement 2 ans. jeune, non? Ouais, Ouais, je t'avais devais avoir 27 ans? 28, ouais, parce que Ok. c'était 1 an et demi, je crois, après le lancement de Com. Mais donc, il est arrivé dans un truc où c'était un bordel, 100% autonome. Et lui, il me disait, c'est très bien l'autonomie, mais juste, il me faut un cadre, il faut que je comprenne un peu mieux. J'avais pas de temps, Hmm. honnêtement. Et ça a été une erreur parce que le peu de temps que je passais avec lui, c'était pas efficace. Lui, il se sentait seul, Ouais. comprenait pas ce qui se passait, machin. Donc, ça a été un bordel. Et donc, on a terminé en super bonne entente avec Gaspard, vraiment. Mais juste, c'est hyper intéressant de se dire, en fait, te dis pas juste tu recrutes un commercial et ça va tout changer. Il faut que toi, déjà, tu aies bien intégré le fait que tu vas intégrer un commercial. Et pour ça, il faut que tu donnes les bons assets, le bon modèle, le bon environnement
pour que la personne puisse performer. C'est vrai que dans l'inconscient collectif, et moi le premier, je me disais vraiment, tu as un commercial, il arrive, il prend le tel et let's go. Ouais. En fait, pas du tout. Non. En fait, tu as besoin d'avoir énormément d'infos pour que la personne performe correctement, quoi. Puis qu'elle soit bien intégrée et que voilà, elle puisse être mise dans le bain. C'est intéressant le côté fiche de poste parce que je trouve que ça, en fait, ce côté cadré, justement, le recrutement, c'est en fait pareil avec un client quand tu fais un devis, quoi. Si tu cadres pas la Totalement. mission, c'est la même chose, ce côté, bon, ok, tu vas aller rechercher des clients, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Ah ouais, mais moi, je pensais pas à ça. Ou bah, comment je fais dans ce cas-là? Et c'est exactement pour moi Totalement. la même chose que quand on fait une proposition commerciale où elle doit être bien détaillée pour que tout soit clair, en fait, pour tout le Ouais. monde et que quand on s'y engage, ça soit fine pour tout le monde, quoi. Exactement. Ça, je suis absolument d'accord avec toi, vraiment. Ok. Et peut-être le dernier conseil que post Gaspard, mais c'est dans le process de recrutement, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que quand tu as absolument besoin de recruter une personne, c'est que c'est pas le bon moment de recruter. Je m'explique. Tu trouveras toujours les meilleures raisons du monde pour te dire c'est la bonne personne. Parce que comme tu as un besoin qui est urgent et vraiment actuel, Mhm. tu vas dire oui mais non mais c'est bon, lui il est bien parce que regarde il a fait ci, il a fait ça. Tu vas te donner dans ton inconscient toutes les raisons de te dire c'est la bonne personne parce que putain, tu as des timings à respecter, tu as des budgets à trouver, etc. Alors que si jamais tu te mets dans un modèle où soit tu ne recrutes pas toi parce que c'est toi qui es dans l'urgence, donc tu vas laisser les gens recruter pour toi parce qu'eux auront un œil très très objectif, et ou de recruter à des moments où tu n'en as pas forcément la nécessité urgente, c'est les bons moments pour recruter. Parce qu'encore une fois, quand c'est dans l'urgence, tu as tendance à rusher et à te donner toutes les raisons de recruter n'importe quelle personne parce que ce sera forcément la bonne, parce qu'en fait, tu es dans la merde. Donc voilà, c'était moins par rapport à Gaspard, c'est pas le cas d'usage, mais ça me fait penser à Ah, ça. intéressant. Comment ça va se passer alors aujourd'hui pour les recrutements? C'est-à-dire que, comme tu expliquais, la notion d'objectivité également, tu vas faire intervenir d'autres personnes ou comment ça se passe par exemple en ce moment pour les recrutements et comment tu envisages peut-être des futurs recrutements de commerciaux? Bah, déjà, on va structurer l'existant, ça je t'en avais Mhm. parlé, c'est comment est-ce qu'on automatise l'existant, comment est-ce qu'on va former les chefs de projet à vraiment devenir des sales, parce qu'il faut des gens qui viennent nous aider pour. Donc D'ailleurs, toi déjà dans ta logique, si je me permets de te couper, bien sûr. c'est-à-dire que tu fais monter en Ouais, compétence tes équipes ouais. parce que tu veux que ça reste ton noyau dur pour la vente. Ouais, et c'est surtout que s'ils font 10, en étant formés, ils peuvent peut-être faire 15. Et donc ça, c'est la base. Donc Clair. déjà, bossons l'existant qui est déjà positif et bon pour l'optimiser. Et ensuite, ça va être recruter des commerciaux cette année. Je pense que je vais me faire accompagner de cabinet de recrutement, honnêtement, Ok. parce que ça prend un temps de ouf. Je sais la valeur d'un cabinet de recrutement pour avoir monté un cabinet de recrutement. Ça coûte cher, mais en vrai de vrai, la bonne personne au bon endroit, ça vaut beaucoup, beaucoup de sous. Et Et la quand mauvaise personne au mauvais coûte moment beaucoup, coûte beaucoup. beaucoup, beaucoup. Ça, c'est un truc de ouf. Donc, je pense que je vais faire ça et je vais aussi, et là, c'est le bon moment pour moi parce que, comme tu le sais aussi, mais je vais avoir une bras droit qui me rejoint, Tiara, qui va Qu'on m'aider salue. sur tous les sujets. On a aussi le recrutement du CEO, d'un CEO qui va prendre vraiment la direction générale opérationnelle de Com. Donc, le Ok. temps que je vais pouvoir me libérer, c'est du temps sur lequel je vais pouvoir me poser typiquement sur OK, comment est-ce qu'on envisage la stratégie commerciale, comment est-ce qu'on met en place tout ce qu'il faut pour que les bonnes recrues arrivent et soient, encore une fois, hyper efficaces. Donc pour revenir à ta question, c'est m'aider de cabinet de recrutement, faire jouer mon réseau aussi pour avoir les meilleurs sales, des profils seniors aussi. Je me rends compte que les jeunes, c'est extraordinaire parce qu'il y a plein de créativité. Franchement, on a des machines de guerre qui ont 20 ans chez Com, vraiment, c'est un truc de Ok. ouf. Mais sur les postes structurés, structurants, qui ont besoin d'avoir vraiment un œil un peu intrapreneurial, parce que tu ouvres une branche, il faut de la seniorité. Et il faut Ok. payer, vraiment. Ça, c'est un truc, je te jure, si demain je relance une boîte, je me dis, plutôt que de prendre parfois 5 personnes, un peu que tu bricoles au premier salaire, t'en prends une seule, tu vas payer 5 fois le prix, mais par contre, qui pour structurer des pôles est beaucoup plus efficace. Et ça, vraiment, on l'entend partout. Moi, je l'entendais, je me disais, oui, oui, mais c'est que pour les autres, c'est pas pour moi. En fait, c'est une Si, ça réalité, s'adapte. vraiment. Ouais. Intéressant cette notion de, tu viens d'en parler, intrapreneurial, où en fait bah, tu recrutes une personne qui doit être son mini chef d'entreprise, Ouais. quoi, parce qu'il gère un mini pôle, donc il doit être autonome. Comment ça va se passer, toi, d'un point de vue peut-être rémunération, comment tu vois la chose? Est-ce que tes équipes, par exemple, elles sont, je sais pas, incentivées sur des objectifs? Comment ça se passe? Alors, ils le sont pas pour le moment. Ok, On a des primes que je donne comme ça, de temps en temps, parce qu'on a fait des beaux mois, quand parce t'es qu'on a fait des beaux généreux. trimestres. Ouais, je me lève le matin, je fais allez, c'est parti. Allez, Non, mais tu vois, il y a des fois où vraiment tout le monde s'est pris un ticket, 300, 400 euros, etc. Et quand t'es 40, bon, c'est quand même un billet. oui, ça fait un billet. Parce qu'on a voilà, parce que ça fonctionne bien. Mais là, j'ai envie de la jouer différemment. J'ai envie déjà, d'avoir des OKR, donc des objectifs tangibles beaucoup plus précis par entité. Que tu sois monteur, chef de projet, créa, peu importe, faut des OKR pour que tu comprennes ce que tu es réellement à faire. Surtout que notre logique, elle est dans la logique de responsabilisation. Les gens de chez Com viennent que le lundi en présentiel dans les bureaux. En tout cas, ils sont obligés de venir le lundi. À partir du mardi, ils bossent d'où ils veulent, Ok, pardon.
Donc cette logique d'OKR, elle a tout son sens. C'est que tu bosses. Moi, j'en ai rien à foutre que tu bosses de ton lit de Picardie, de face à la plage ou au bureau. Tant que le travail est Tant que fait, ton taf est fait, tu le fais. c'est Et c'est intéressant bien. cette vision. Mais pour ça, il faut rajouter une brique que j'avais pas, c'est mettre des OKR. Pour que ce soit, en fait, concret pour tout le monde. Parce que tu en as plein qui disent, mais je fais mon taf. Oui, mais en fait, c'est pas suffisant. Ok, mais pourquoi? Et donc, si jamais tu as un OKR, là, tu as le pourquoi. Tu peux répondre au pourquoi. Est-ce que tu pourrais nous expliquer la notion alors d'OKR? Il Ouais. me semble que ça fonctionne au trimestre, c'est Ouais. comme ça. Pour les personnes qui peuvent nous écouter et qui ne connaissent pas, Bien sûr. c'est quoi un OKR? Alors, un OKR, j'ai même plus Ouais, ça doit être Objectif, Objectif Key Result. Ouais, c'est ça, exactement. Et en gros, c'est comment est-ce que tu détermines une liste d'objectifs très tangibles. Pour le commercial, c'est assez simple. Ça peut être, je te dis n'importe quoi. Il faut que tu fasses 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Il faut que tu aies à minima fait 50% de marge brute. Je te dis n'importe. Ouais, bien sûr. C'est à peu près ça, mais 50% de marge brute. Il faut que tu aies pris 4 rendez-vous avec des gros comptes, machin. Donc voilà, tu as ton listing. Tu sais qu'au mois, c'est ton guide. D'accord. Tu le fasses en 2 heures par jour ou en 25. C'est à toi de te démerder. À et la tu gères fin, ton c'est truc. sur ça Voilà. que tu seras en gros noté, quoi. Exactement, on se voit à la fin du trimestre, ça va, ça va pas, ça va pas, ça va parfaitement. Comment on fait pour que ça aille mieux demain? Tu as des objectifs, tu te faisais 2000 euros de prime, bah, tu n'auras que 1000 parce que tu as eu que 50%, je te dis n'importe quoi. Ou à l'inverse, tu as fait 200%, bon, bah, tu prends encore plus. Et c'est vraiment ça que je veux instaurer et vraiment cultiver ça chez Com parce que au final, on est des créatifs. Nous, on est des artistes en vrai. On crée des contenus, on n'a pas de trucs scalables, on peut pas vendre, on vend pas un logiciel qui est toujours le même à tout le monde. Nous, c'est une vidéo, c'est à chaque fois un peu de chacun qu'on vend et qu'on met dedans. Donc moi, je dois essayer de jongler entre des créatifs qu'il faut faire kiffer parce qu'ils font ces métiers, parce qu'ils aiment ce qu'ils font, et qu'ils ont besoin de cultiver ça. Gestion d'une croissance de boîte, donc de marge, donc de finances, donc parfois faire des concessions en disant attends, là tu veux mettre une lumière qui va être encore plus belle, mais là tu bouffes la marge, c'est mort. Et bah, faut que le client soit content parce que le rendu sera bien, mais dans les marges, que nos personnes en interne soient contents parce qu'ils sont créa et que c'est ce qui les anime. Donc tout ça, c'est l'environnement que j'ai et j'ai besoin de les rendre un petit peu plus sales dans l'approche en se disant ok, je comprends qu'il y a des objectifs, je comprends qu'il faut qu'il y ait de l'oseille, je comprends qu'il faut, tu vois, et ça passe par de la communication, par l'éducation des gens de com, tu vois. Donc ça va être le gros enjeu de 2023. Et les OKR, toi, ça fait longtemps que tu fonctionnes avec ça ou pas du tout? Non, j'ai mis en place des OKR que avec les directeurs de pôle, il y en a 6. Et je l'ai mis en place, ça fait je crois 4 ou 5 mois, je ne les suis pas vraiment parce que j'ai pas de temps. Le COO qui va nous rejoindre demain va vraiment suivre ça de manière très précise et c'est mieux, tu vois, parce que j'ai plein de head-off. On pourrait se dire c'est cool, il les suit pas, génial. En fait, c'est limite pire. Moi, il y a des head-off qui me disent mais attends, on s'est donné ça, là, est-ce qu'on peut faire un point pour checker que ce soit bien ou pas? Et au final, je le fais qu'à moitié, donc c'est pas efficace. Donc voilà, cette année, je m'engage sur ce podcast à ce que cette année, j'ai des OKR précis, tangibles, qu'on suit, et comme ça au moins ça donne de la visibilité à tout le monde. Et je le recommande à n'importe quelle personne de mettre des OKR dès le début de ses lancements d'activité, franchement. Et toutes tes équipes viennent d'entendre ça, donc c'est sûr, c'est acté, il s'est engagé. Ouais, il n'y a pas le choix. Je vous aime. Par curiosité, comment ça se passe? Avant qu'on parle un petit peu de l'après, là, comment tu envisages maintenant la croissance de Com? Vous avez des petits rituels en termes de vente? Comment ça se passe, par exemple, quand vous faites des super journées, des super semaines, des super mois, même si vous n'avez pas d'équipe commerciale? Comment ça se passe après pour fédérer un peu tout ça et garder cette dynamique un peu de croissance, de signer du contrat? Vous faites des restos, je sais pas, vous avez un gros gong à l'intérieur de Com? Comment ça se passe? Ça, c'est Kimono, ça, ils ont un gros gong. On a une channel Slack qui s'appelle Champagne, sur lequel on met tous les leads, enfin les nouveaux clients qu'on a. Donc à chaque fois qu'il y en a un, on félicite aux yeux de tous et toutes le sujet. On n'a pas, et c'est peut-être à tort, mais on n'a pas de rituel en mode genre ok, on doit faire 100 ou à la fin du mois on a fait 110, bravo les gars, on va tous kiffer et se faire un resto. En fait, de manière assez naturelle, tous les gens de Com sont des potes en vrai, donc il y a des cafés, des verres, des trucs qui se passent H24. De manière informelle en fait. De ouf. Mais cette année, pareil, avec Tiara qui va nous rejoindre là, bravo, elle va mettre en place ça. On a besoin de standardiser, de créer des rituels, vraiment, c'est les bons termes. Tu closes un certain moment, un certain truc, t'as fait une super belle prod, bon bah on la montre. Ça, c'est ce qu'on fait par contre tous les lundis matin, ça s'appelle le Monday Morning. On montre 2 prods dont on est fier. Aux yeux de l'équipe, à tout le monde, pour que on soit tenu à jour, 2 qu'on explique voilà, ça s'est bien passé pour telle ou telle raison, et pour rendre fiers aussi les gens qui sont dessus parce que c'est une putain de fierté. Et ça, faut qu'on le mette en place aussi pour la partie commerciale. C'est assez tangible. Mais tu vois, le gong,
Olive a eu l'idée, donc je peux pas lui piquer, mais ça aurait été stylé. Mais je vais trouver un espèce d'énorme buzzer Mais ou tu vois, je un. savais même pas qu'Olivier il avait ça parce que moi je Ouais, pense à ça sur la série Netflix sur l'agence immobilière. Je sais pas si tu l'as déjà vu, tu sais, l'immobilier de luxe, c'est une ouais. famille en fait où ils font ça. Et justement, à chaque fois qu'ils signent un Un deal, gong. ils ont Ouais. un gros gong. Mais ils ont Donc, copié Kimono apparemment, c'est pour ça. peut-être Olivier nous le dira, mais Ouais, non, mais tu vois, c'est intéressant d'avoir ce côté rituel, ce ouais, côté niaque où bah, je suis tu as d'accord. ce côté où c'est une énergie communicative, quoi, De tu vois. fou. C'est toi, tu es heureux, Mm. fais-en profiter les autres parce que c'est aussi important, quoi. Et tu vois, c'est ouf parce qu'on a franchement une bête de culture chez Com. Honnêtement, on a vraiment de la bienveillance de ouf. On a une communication qui est assez folle. Mais en fait, quand tu es à 40, ça suffit plus. Et tu vois, je commence à le sentir. Je te dis pas que maintenant, il y a des dingueries, mais c'est juste que je me dis que ça, c'est l'environnement dans lequel tout le monde s'habitue. Et comme, même si c'est très bien, comme ça devient une habitude, bah, c'est quelque chose de normal. Et donc, ce qui fait que quand, à ces niveaux de boîte, je pense, il faut créer ces momentum assez particuliers, assez atypiques, qui sont le gong, qui sont le resto, qui sont le truc, parce que c'est hyper important. Et surtout quand tu as des personnes qui ont 23, 24, 25 ans pour certains, euh, tu choisis une boîte pour ça. Ce que je Ouais, dis toujours, c'est totalement. que tu vas dans une boîte pour le salaire, tu y restes pour toute la culture et tout ce qui est à côté. Et ça, c'est des détails qui n'en sont pas. Tu es fier d'entendre le gong parce que c'est toi qui l'as fait devant tout le monde. Tu as C'est ce ça. sujet un peu d'ego qui est alimenté, à cultiver. Et donc ça, c'est un truc que je dois mettre en place aussi. C'est Trop bien, c'est top. un bon exercice pour me rappeler ce que je Ah, dois faire. on essaye, tu pourrais Merci. le réécouter même, hein. Ouais, grave. Le mec qui s'écoute 3 fois. Tiens, il est intelligent, Complètement. lui. Ok, top. Là, comme tu m'as dit quoi? 3 ans et demi, c'est ça? Ouais. Ok, on se projette dans les 3 prochaines années. Ok. Ta boîte, elle ressemble à quoi? Là, d'un point de vue commercial, elle est structurée comment? Là, vous êtes 40 aujourd'hui, beaucoup de prod, à ce Ouais, que j'ai compris. absolument. Quasiment que ça même. Ouais. Parce après, c'est du chef de... Mais je veux dire, voilà, c'est Mhm. structuré comme ça. Sur les 3 prochaines années, on est en 2000, donc allez, on se projette en 2026. Ok. Comment ça se passe? On est une centaine, pas Ok. plus, j'espère. Enfin, j'ai pas envie de devenir non plus une énorme boîte. Sans, ça commence à être bien C'est une costaud grosse d'ailleurs. boîte déjà. Ouais, de ouf. Et ça se trouve, attends, ça fera 80 si jamais on a le même rythme. Donc non, même pas. Plutôt une soixantaine de personnes, Ok. 70 peut-être. Même culture, bienveillance, etc. Avoir peut-être une dizaine de commerciaux, pardon. Non, c'est une. Donc une dizaine de. Bonsoir. Je sais plus. Bon, bref, il y aura une dizaine de sales. En américain, c'est mieux. Yeah, yes it is. Non, une dizaine de sales, donc bien structurés, avec chercher de l'outbound, chercher des grands comptes, etc. La logique d'MRR ou d'ARR, donc c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir des systèmes d'abonnement, pour éviter le côté serviciel où chaque mois est un nouveau mois où tu dois aller chercher de l'oseille, etc. Bah Ah, là, donc tu vas changer de business, enfin tu vas vouloir au compléter. moins compléter, amener un Absolument. nouveau business C'est ça. model intéressant. Tu vois, sur le média, en 2 secondes, comme média, on fait 300 000 euros d'ARR. C'est-à-dire qu'à l'année, on a engagé Des entreprises, des enfin des entreprises, des clients. clients qui payent un certain montant chaque mois, donc ils les engagent sur une année. Et donc ça, c'est génial, parce que tu dis, tu as de la visibilité financière sur un an, tu peux recruter correctement en fonction de cette visibilité. Donc c'est le nerf de la guerre. Donc ça, on va Ok, bien le structurer. Et c'est déjà pas mal. Et oui, c'est déjà bien, hein. et ouvrir d'autres verticales, parce maintenant qu'on a un modèle d'agence 360, c'est-à-dire qu'on peut ouvrir beaucoup d'autres verticales, et ça, de les ouvrir avec des logiques intrapreneuriales où j'identifie les bonnes personnes qui ont déjà des expertises liées à nos verticales et qui intègrent Com en mode je suis intrapreneur, j'ai cette expertise et je la développe pour Com. Donc ça va être vraiment l'ambition de cette année. Intéressant parce que aussi ce que tu as bien mis en avant, c'est-à-dire j'ai entendu la notion d'outbound, donc pour les personnes qui ne comprennent pas, c'est quand on va vers le Ouais. client, mais il y a également toujours cette notion qui est très importante pour toi, inbound. Ouais. Là, on se projette, donc ok, tu nous as expliqué que c'était comment les 3 prochaines années selon toi dans ta tête. On se dit que demain, tu repars à zéro, tu recrées une nouvelle boîte. Ouais. Donc là, bah, avec le marché qui est différent que ce que tu as connu il y a 3 ans et demi, comment tu t'y prendrais en fait pour relancer une boîte et également d'un point de vue sales, comment tu ferais là? Alors, je conserverai ce qu'on a bien fait avec Com, c'est-à-dire que je travaillerai mon image de marque et je créerai une marque média, c'est-à-dire que j'humanise le lancement de ma boîte, donc en communiquant sur LinkedIn ou ailleurs, mais en me disant, je prends vraiment en compte ça comme la stratégie de développement et pas juste un plus. Donc premier point, tout de suite créer du contenu. Créer du contenu, Obligé. et maintenant, avec un iPhone, tu peux te démerder pour faire un contenu vraiment quali si jamais tu passes du temps, et en fait, ça doit pas être un plus. Avant, la com, c'était souvent, on se dit, voilà, on a notre business et après, on rajoute la com. En fait, la com, au sens large du terme, c'est ce qui va alimenter et lancer souvent des activités. Donc, je pense que c'est un truc qu'on doit considérer au démarrage. Donc ça, c'est le premier point. 2, je lancerai encore du service. Moi, je suis plutôt dans la logique de j'ai une idée, je la lance et rapidement, plutôt que de avoir de la R&D pendant 1 an ou 2. Et je lancerai assez tôt pour pouvoir tout de suite avoir les insights du marché. Donc ça, c'est ce qu'on entend partout. Donc je ne détaille pas forcément, mais c'est tu lances, les clients vont tout de suite te dire, enfin le marché te dire ce qui va pas, et tu réajustes ton modèle pour que ça fonctionne. Logique d'MRR,
Comment est-ce que je Ok. peux faire pour avoir une logique de mensualisation ou enfin peut-être de le Donc, faire au moins sur trimestre, mais voilà, trouver point des important, business model, quoi, de fou. pour scaler. Absolument. Et qui est en lien avec le 1 sur la création de contenu, vraiment travailler son soi, son image de marque en tant qu'entrepreneur. Parce que je m'en rends compte que quand tu crées du contenu pour une boîte, bah, les gens qui suivent, c'est pour la boîte. Mm. Mais si demain tu lances une entité qui est totalement différente à cette boîte, les gens qui suivaient cette structure vont pas forcément te suivre sur la nouvelle. Alors que si tu es un petit peu en haut du funnel où c'est l'entrepreneur qu'on suit aussi, et pas que, hein, peu importe ce qu'il va lancer, tu as déjà une audience qui sera intéressée. Mhm. Donc tu vois, là, le Comedia, on avait beaucoup de gens qui me suivaient moi et Com. Bah, tout de suite, on a eu du monde qui s'intéressait à Comedia. Donc ce qui permet en fait d'avoir un espèce de lancement sur des nouvelles verticales qui est hyper efficace et qui fait Carrément. office un peu d'élixir de lancement, tu vois. Et donc voilà, en gros, je ferai ça. Ok, incroyable. On arrive à la fin de ce podcast. Déjà, merci pour tout ce que tu as pu nous partager. Mhm. La question que j'aimerais te poser, le podcast s'appelle Deal, l'art de la vente. C'est quoi pour toi la définition d'un deal? Attends, je fais semblant de ne pas te l'avoir déjà dit. Je fais ça, je fais ça. La notion d'un deal. Pour moi, la notion d'un deal, c'est... je vais être un peu vulgaire, excuse-moi, mais c'est en Vas-y. gros, comment est-ce que quand tu as une vente, donc quelqu'un vend et quelqu'un achète, comment est-ce que les deux personnes ne se sentent pas baisées? Parce que tu as toujours, je trouve que quand tu dis vente, tu as toujours l'impression que quand quelqu'un a vendu et que l'autre a acheté, il y en a un des deux qui s'est fait baiser, quoi qu'il arrive. Genre, il y en a un Ok, qui a vendu plus cher ou l'autre a réussi à négocier mieux, etc. En fait, pour moi, un deal, et tu vois, dans mon inconscient, deal, c'est on serre la main, deal. exactement. Et ben c'est le côté, ok, on s'est entendu sur tout, personne n'est baisé, tout le monde est gagnant, et c'est comme ça que voilà, c'est comme ça que je te définirai le mot deal avec des gros mots, désolé. Bah écoute, merci Harold en tout cas de nous avoir partagé toutes ces infos. C'était super. Je suis sûr que les personnes qui nous ont écoutés ont trouvé ça très enrichissant. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner et à mettre 5 étoiles sur le podcast pour profiter des prochains. Merci beaucoup, salut tout le monde, À très bientôt. ciao.